Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont on parle peut-être un peu trop peu, le droit des enfants. Actuellement, se tient le comité des droits de l'enfant, des experts, tous indépendants, sont réunis pour surveiller la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des enfants. Cela fait maintenant plus de 30 ans que la Convention des Nations Unies a été mise en place. Elle est devenue l'un des instruments relatifs aux droits de l'homme le plus largement ratifié de l'histoire. De quel droit parle-t-on ? Le droit d'être soigné, d'avoir accès à une alimentation équilibrée, le droit d'aller à l'école tout simplement, le droit aussi d'être protégé de la violence et de la maltraitance. Dans certains pays, ces droits qui peuvent nous paraître évidents ne sont toujours pas respectés. Plusieurs associations dans le monde sont mobilisées chaque jour pour défendre les droits des enfants, comme DCI, Defense for Children International, une organisation non gouvernementale indépendante créée il y a plus de 40 ans. Elle a 48 sections dans le monde et elle est membre affiliée ainsi qu'une représentation au siège des Nations Unies à New York. Son directeur exécutif, Alex Camarotos, est avec nous depuis Genève. Bonjour. Bonjour, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, plaisir vraiment partagé également avec nous, une association très impliquée sur le droit des enfants, ici, chez nous au Maroc. C'est l'association Beiti et sa directrice, Amina El-Malih, est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Bonjour donc à tous les deux, nous sommes en 2022. Les choses avancent certes, mais force est de constater que les droits des enfants dans de nombreux pays sont malheureusement toujours bafoués. Alex, quels sont les droits les plus urgents quand on parle de droits des enfants, les droits vitaux sur lesquels vous vous battez ? Alors, c'est difficile d'y hiérarchiser. Donc, Défense des enfants internationale, depuis sa création, donc il y a plus de 40 ans, un acteur qui a contribué justement à la rédaction même de la Convention des droits de l'enfant. On a toujours prôné l'interdépendance des droits donc de l'enfant et aussi l'approche holistique qui doit être accordée par les États membres. Parce que bien sûr, on peut dire le droit à la vie, c'est le primordial, mais qu'est-ce que la vie peut avoir comme valeur sans l'éducation, sans la santé? Donc, c'est qu'on fait toujours la promotion, parce qu'actuellement, donc tout notre mouvement, y compris Beiti, représentant le mouvement au Maroc, il est dans la promotion d'une approche holistique de la réalisation de tous les droits qui sont dans la Convention, et de manière donc interdépendante et holistique. Et là-dedans, nous, on met aussi la priorité sur un principe de la justice pour les enfants, c'est-à-dire que les droits, les enfants, ils ont tous ces droits qui sont écrits dans la Convention, dans ce traité qui est maintenant, comme vous l'avez dit, presque universellement ratifié, donc par tous les pays du monde, mis à part les États-Unis. Et donc, comment ces droits, ils peuvent se refléter dans la loi, mais aussi dans la pratique. Et ça, c'est le grand défi. Il y a plein d'États qui ont aussi des législations qui ne sont pas ensuite mises en place. Ça m'étonne ce que vous dites. Vous dites que les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur les droits de l'enfant ? C'est le seul pays, effectivement. Ah, ça paraît incroyable. Ah oui. Donc, c'est vu leur système fédéral compliqué, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est impressionnant toujours. Tous les pays du monde, même, je sais pas, la Somalie, le Yémen, tous les pays que vous pouvez imaginer, sauf les États-Unis qui n'ont pas ratifié. Et quant au Maroc, puisque donc on est avec notre cher pays du Maroc, je voulais dire que le Maroc, il a ratifié bien sûr la Convention, les deux protocoles, mais il n'a pas encore ratifié, il a signé le 3e protocole. Et ça, c'est extrêmement important. On espère et on souhaite vivement que bientôt le Maroc ratifie donc le 3e protocole pour qu'il soit applicable, parce que c'est un protocole très important sur la communication. C'est-à-dire que selon ce protocole, les enfants même et les organisations non gouvernementales peuvent saisir le comité par rapport à leurs droits quand ceux-ci ne sont pas réalisés. Bien sûr, ils doivent avant chercher tous les
toutes les possibilités au niveau national, de la loi nationale. Et ensuite, il y a ces possibilités de recours international au comité. Donc, il y a 48 pays actuellement qui l'ont signé et ratifié, 16 pays, dont le Maroc, qui ont signé mais pas ratifié, et 134 pays qui n'ont rien fait ni l'un ni l'autre. Donc, le Maroc, il est bien placé puisqu'il a signé, mais on l'invite à ratifier bientôt. À ratifier le plus vite possible. Alors, Amina Beiti, les Marocains connaissent bien. Votre association est reconnue d'utilité publique depuis de nombreuses années. Vous travaillez en étroite collaboration avec DCI. De quelle manière ? Bon, on travaille sur en fait, en général, sur la question de la protection de l'enfance. On est une section au Maroc. Et donc, comme j'ai dit, dans toute la question de la protection, dans l'exploitation, contre l'exploitation sexuelle des enfants, on travaille sur des projets des fois spécifiques, on collabore étroitement. Voilà. Quelle est la situation ? Vous pouvez nous dire quelle est la situation, Amina, aujourd'hui au Maroc ? Est-ce que la crise du Covid, par exemple, a accentué les choses ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'une chose importante. Vous avez dit qu'on est en 2022 et ça avance. Malheureusement, ça avance à petits pas et ça recule à grands pas, malheureusement. Si on cite la situation du Covid, oui, les enfants, en fait, ils sont toujours, parce qu'il y a les conséquences, sont toujours bien touchés. Juste aujourd'hui, donc, on vient en fait de collaborer avec certaines écoles pour effectivement détecter et chercher les enfants qui ont quitté les bancs de l'école. Beaucoup d'enfants ont quitté les bancs de l'école en fait à cause de la crise. Beaucoup de parents travaillent beaucoup avec les familles qui ont perdu leur emploi. Donc oui, justement, et ça a engendré aussi une problématique sur laquelle tout le monde se battait, c'est le travail des enfants. On voit que beaucoup d'enfants travaillent. Beaucoup d'enfants, en fait, se donnent actuellement à la mendicité. Donc, nous, on fait chaque année, donc chaque mois de septembre, on fait une enquête porte-à-porte dans les quartiers marginalisés pour chercher les enfants qui ne vont pas à l'école et les enfants travailleurs. Ces 2 dernières années, on a remarqué que le chiffre a augmenté. Et donc, on a quand même essayé de remédier au problème pour inscrire les enfants dans des cours d'éducation non formelle pour la suite, en fait, les réintégrer à l'école formelle. Mais malheureusement, on voit qu'ils sont toujours exploités. Je cite par exemple les vendredis, comme la mendicité. Donc, comme il y a trop de mendicité, surtout au niveau des mosquées, donc on voit que les enfants s'absentent. Quand on communique avec les directeurs d'école, on voit que les enfants quittent de plus en plus les bancs de l'école, sans parler bien entendu de divorce en fait qui a beaucoup augmenté pendant ces 2 dernières années durant la pandémie et qui a fait que les enfants en fait sont bien touchés avec ce divorce et avec aussi la violence conjugale, la violence à l'égard des enfants, le mariage précoce des filles. Donc c'est vraiment beaucoup d'impact négatif sur les enfants. Donc il y a vraiment un recul et ça malheureusement on silence presque total du gouvernement. Amina, est-ce qu'on a des chiffres concrets, peut-être pas officiels, sur le nombre d'enfants au Maroc qui sont dans la rue ? Qui sont malheureusement les chiffres concrets dans la rue, on parle. Donc déjà parce que peut-être qu'il n'y avait pas une bonne volonté pour avoir vraiment les réels chiffres. D'une part parce que à un moment donné on a fait je me rappelle plus si c'est en 2015, je me rappelle plus de l'année. On a fait surtout à Casablanca une étude, mais on a vraiment sous-estimé le chiffre parce que c'est bien sûr pour cacher, mais parce qu'on a parlé de 300 enfants dans les rues de Casablanca, ce qui est pas du tout vrai, parce que nous on est tout le temps sur le terrain et on en voit encore
plusieurs. Et ça d'une part, d'une autre part, vu la mobilité de cette population. Et maintenant, donc, on peut pas dire parce qu'il y a une autre population qui s'est ajoutée, c'est les mineurs non accompagnés, donc qui sont actuellement aussi dans les rues. Donc, je ne peux pas parler du chiffre, mais ce que je peux dire, c'est vraiment un grand chiffre. Et on peut dire parce que on parle également de l'impact de la pandémie. On a vu que beaucoup d'enfants, en fait, on en avait de nouveaux enfants qui étaient à l'école, mais qui se sont également se sont trouvés dans la rue. Et là, le pire, c'est que filles et garçons, et des fois même, c'est des petites familles, donc des mamans avec leurs enfants dans la rue. Merci Amina. Alex, je posais la question à Amina, comment une organisation, une association internationale comme la vôtre intervient pour aider une association comme Beiti? Alors, le DEI, Défense des enfants international, c'est un mouvement, on se caractérise comme un mouvement international. Et c'est qu'ils le disent aussi nos partenaires, nos interlocuteurs. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on fait le lien fluide entre le terrain, donc les organisations donc de base comme Beiti dans le pays, et les niveaux régionaux, au niveau des pays arabes est assuré par la Palestine, qui assure cette coordination régionale, et le niveau international, y compris au niveau des Nations Unies, par nous à Genève et à New York. Et donc, par contre, on n'a pas un modèle pyramidal, c'est-à-dire qu'au contraire d'autres organisations, on n'a pas un énorme secrétariat avec des centaines de personnes ici à Genève ou à New York, mais au contraire, on a des grandes sections sur le terrain et on a une petite équipe ici à Genève et à New York faisant donc ce lien entre les différents niveaux et faisant aussi tout le plaidoyer au niveau national et international. Et sur la question, justement, pour faire le lien, de donner de manière concrète comment ça fonctionne, DEI a la promotion d'un modèle qu'on appelle des centres socio-juridiques pour la défense des droits de l'enfant. Et ce modèle qui est aussi appliqué au Maroc, avec un financement d'ailleurs de la ville de Genève, est basé sur ce principe-là, c'est-à-dire que premièrement, il s'occupe de chaque enfant, un enfant qui est de la rue ou un enfant victime de violence. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, y compris au Maroc, je lisais le dernier rapport envoyé par Beiti, que plusieurs de ces enfants de la rue sont eux-mêmes victimes de violences. Et personne ne s'en occupe. La justice, elle ne peut pas répondre, etc. Donc, c'est notre rôle avec ces centres d'être à côté de ces enfants isolés, démunis, sans savoir comment faire effectuer donc leurs droits. Et ensuite, par contre, on reste pas là. On essaye de faire un changement au niveau de la législation nationale, de promouvoir des principes au niveau régional. Et là-dessus, par exemple, Défense des enfants internationale Palestine, en coordination avec Beiti et tous les 10 sections dans les pays arabes où DEI est présente, a promu un protocole, donc des principes sur la justice adaptée aux enfants en arabe, qui a été récemment, après des années et des années d'efforts, adopté par la Ligue des pays arabes. Ça veut dire que maintenant, la Ligue aussi, elle va faire la promotion de ces principes dans tous les pays arabes et elle va revenir au niveau des États. Et ensuite, nous, au niveau international, bien sûr, on agit, on travaille énormément avec votre compatriote à New York, donc Najat Malamjid, qu'on a l'honneur d'avoir comme allié dans cette lutte pour promouvoir ses droits et pour faire le changement, y compris donc sur le terrain. Donc voilà, parfois les organisations internationales, elles ont des énormes structures au niveau de New York, de Genève, et ils oublient le terrain. Et c'est exactement le contraire qu'on a mis en place. Le lien, en fait, que vous avez. Vous parliez de Palestine, justement, Alex. L'avenir des enfants palestiniens qui est bien sombre. Vous avez des collaborations également sur le terrain. Quelle est aujourd'hui la situation pour eux ? Alors, malheureusement, la situation est dramatique et je partage malheureusement aussi l'évaluation de Amina qui a dit parfois les années passent, mais parfois aussi on recule et on voit des nouvelles tendances qui sont très négatives. Et c'est le cas, pas seulement de Palestine, mais aussi d'autres pays comme au Yémen, notamment en regardant que les défenseurs de droits humains
et en notre cas des droits de l'enfant, ils sont attaqués parfois par les acteurs dans le conflit et autres. Donc Palestine, qui assure, comme je dis, la coordination nationale, depuis quelques années, c'est une des seules organisations qui amène le plaidoyer du terrain avec les chiffres, avec tous les rapports très juridiquement donc très très bien établis, et que à travers nous, ça arrive jusqu'aux Nations Unies. Pour vous donner l'exemple, lors de l'année dernière, lors des événements de Gaza, on était la seule organisation de droits de l'enfant qui a parlé dans la séance spéciale du Conseil des droits humains qui a été organisée ici à Genève par les Nations Unies. Et évidemment, ça crée parfois des malentendus, disons que des États qui sont gênés. Et notamment, donc, depuis juillet dernier, donc de 2021, il y a eu un raid des forces israéliennes dans les bureaux de DEI. Dans la nuit, ils ont volé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils ont saisi 6 ordinateurs de l'organisation avec toutes les données des enfants. Et ils sont partis. On a porté plainte contre X donc pour cet événement. Et encore plus grave, en octobre dernier, l'État d'Israël, le ministre de la Défense notamment, a mis Défense des enfants internationale Palestine avec 6 autres organisations très connues comme Al-Haq et d'autres palestiniennes sur une liste d'organisations terroristes. Et ça, donc c'était condamné par les Nations Unies et par la haute commissaire aux droits humains, Madame Bachelet personnellement. Il y a eu plusieurs communications évidemment contre cet acte, mais qui restent actifs. Ça veut dire que n'importe quel jour, c'est pas encore arrivé, ils peuvent saisir les biens, arrêter le personnel. Le directeur général de Palestine risque 25 ans de prison. Et donc cette attaque aux défenseurs des droits humains, des droits de l'enfant est inacceptable et c'est vraiment un signe très préoccupant pour la société civile. Alors c'est très bien, vous me donnez une très belle transition et la question est posée à vous deux. Nous, acteurs, et pour tous les auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile, comment on peut donner ? Donc on sait, les associations, il y a les dons et autres, mais de quelle manière on peut aider, parce qu'on a besoin aussi quelquefois d'être secoué. Je disais en introduction, on ne parle pas suffisamment des droits de l'enfant. Vous faisiez référence, Alex, à la justice, et des enfants qui se retrouvent dans des tribunaux alors qu'ils devraient être sur les bancs de l'école. Comment nous, acteurs de la société civile, on peut aider, Amina ? Oui, justement, donc déjà, il faut pas en fait se taire, il faut parler, il faut pas juste attendre en fait, des dates ou attendre le 20 novembre ou attendre quelques dates en fait spéciales pour parler de la situation des enfants. Raison. Voilà, donc il faut parler tout. Il faut vraiment faire encore plus d'efforts et tout le monde est concerné. Vous avez parlé d'une typologie en fait très spécifique et très maltraitée. Ce sont les enfants en prison, ce sont les enfants détenus. Donc nous actuellement on travaille dans des prisons en fait, dans des centres de ce qu'on appelle des centres en fait les centres de détention et là où vraiment des mineurs, on travaille spécialement avec les mineurs, et des centaines, si je dis pas des milliers, qui sont dans la détention provisoire, donc qui ne sont pas, qui restent vraiment pour une durée en fait, une longue durée dans la détention provisoire et qui quittent l'école pour ça. Donc, mais vraiment, il faut que tout le monde en parle, il faut que tous Quel âge ils ont, Amina ? Comment ? La moyenne d'âge ? La moyenne, la plupart, c'est 15, 16, 17 ans. Et la majorité, c'est 16, 17 ans et bien sûr 15 ans aussi. Donc, qui sont en prison pour différents en fait délits, mais qui ne sont pas protégés. Donc, qui sont là parce que déjà ils sont victimes. S'ils sont là, c'est qu'ils sont victimes d'un système. Et on fait pas grand-chose pour ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on attend ? Ce sont vraiment, moi je dis que ce sont que ce soit dans les centres de détention, que ce soit dans des centres de sauvegarde ou ce qu'on appelle des centres de protection de l'enfance.
dans les 17, je pense, centres qui relèvent du ministère de la Justice, de la Jeunesse et Sport. Que ce soit les enfants dans les centres des orphelinats et tout, ce sont ce qu'on appelle des générations provisoires de je ne sais pas quoi. Donc, vous alertez, vous travaillez, vous collaborez avec les autorités, vous faites l'appel du pied au gouvernement, par exemple, pour que les choses puissent changer. Vos rapports sont-ils remis également? Oui, justement. Donc, nous, la BIT a 3 missions principales. Déjà, c'est le travail direct avec la population, les enfants en situation de rue, les enfants en situation difficile, en général, là où ils sont. Et puis, le deuxième volet, c'est on essaie de partager notre expertise dans le domaine avec d'autres associations. Donc, il y a d'autres acteurs, et entre autres la police, la gendarmerie, donc les juges, donc tout le monde. Et le troisième volet qui est plus important, c'est le plaidoyer. Donc, on fait partie de plusieurs collectifs et réseaux nationaux et internationaux, en fait, pour promouvoir les droits des enfants et pour lutter contre la maltraitance, pour vraiment constituer une forte proposition pour les gouvernements, donc pour qu'ils assument leurs responsabilités en matière de protection des enfants. Et on assiste même, Alex le prouvait, on assiste même dans la présentation et l'élaboration de rapports alternatifs pour effectivement poser le gouvernement devant sa responsabilité. Une dernière question, Alex. Le comité des droits de l'enfant est donc actuellement réuni et ce sera jusqu'au 3 juin. Qu'est-ce qu'il faut en attendre à l'issue de cette rencontre des experts? Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce qui en sortira? Alors, le comité, selon le traité, il examine à chaque session un certain nombre de pays. Par exemple, maintenant, ils ont commencé avec la Grèce, qui est passée. Tous les 5 ans, donc, les pays, les États membres au traité de la Convention des droits de l'enfant, ils doivent présenter un rapport sur l'état d'avancement de l'application. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils examinent le rapport de chaque État. Les ONG, et c'est là, Amina vient de le mentionner, on a un rôle important parce que nous, on a notre rapport alternatif. Donc, par exemple, pour la Grèce, où on a 2i, on a la chance d'avoir une section 2i. On a présenté, il y a plusieurs mois, mais aussi récemment oralement, des rapports alternatifs sur nos préoccupations, par exemple, sur la situation des migrants, des enfants migrants en Grèce et comment ils sont traités. Et à la base de ça, il y a eu le débat hier et aujourd'hui, il vient de finir ce midi, avec le gouvernement grec. Et ensuite, il y aura une série de recommandations, donc ça se passe comme ça avec tous les pays, pour l'amélioration de la mise en place au fait de la Convention. Donc, ce qu'il y aura par ce comité, donc il y a ça, il y a donc l'examen des États membres, et ensuite, il travaille aussi sur ce qu'on appelle des observations générales. Actuellement, donc il y a une sur les droits de l'enfant et l'environnement qui est très importante, qui est en préparation, mais il y a eu d'autres sur, par exemple, les violences faites aux enfants dans le domaine en ligne actuellement, qui c'est un grand débat d'actualité. Il y a eu un autre sur la justice juvénile, justement, il n'y a pas longtemps, où il était impliqué, etc. Donc, ils produisent ces recommandations aux États membres et ensuite, ils instruisent l'état de l'application de la Convention par chaque État et ils émettent des recommandations. Sauf que le travail ne finit pas là, parce qu'une fois que ces recommandations sont sorties, c'est à nous, société civile, et à l'État, bien sûr, de les mettre en place. Et nous, on est un peu vigilants pour... Absolument. Je vous donne quelques secondes, parce qu'il nous reste que quelques secondes à l'un et à l'autre. Quel message vous auriez envie de transmettre ou un appel que vous aimeriez lancer à tous nos auditeurs ou qui nous écoutent ici au Maroc, mais bien sûr également à tous ceux qui nous suivent à l'étranger sur le droit des enfants? Amina. Non, ce que je peux dire, c'est que je dis que la situation est alarmante. Et donc, il faut que tout le monde agisse. Et voilà, donc il faut que tout le monde agisse pour la protection des enfants. La situation est très, très, très alarmante. Et ça se dégrade encore de plus en plus, malheureusement. Alex? Et voilà, comme je n'ai pas répondu à votre question précédente, dire que tout le monde peut contribuer. Donc, ça doit être la responsabilité de chaque citoyen
et citoyennes de contribuer, et pas seulement avec des dons financiers, mais aussi en bénévolat. Par exemple, on a beaucoup de Marocains qui nous aident à la traduction vers l'arabe et de l'arabe vers les autres langues. On essaye de faire l'arabe, et sera établi en novembre, comme langue officielle du mouvement pour mieux communiquer et promouvoir notre plaidoyer. Et enfin, je reprends aussi le message d'Amina sur les enfants privés des libertés, parce qu'on dit qu'un enfant privé des libertés, il est privé de son enfance. Et c'est une bataille qu'on a commencée en 2014 au niveau de DEI avec les Nations Unies, mais elle n'est pas finie. Il faut vraiment montrer à tous les gouvernements qu'il y a des alternatives et que la place de l'enfant, c'est pas d'être privé des libertés dans une prison. On peut devenir bénévole pour DEI ? Absolument. Il y a un appel à bénévoles et je suis sûr que chez BIT aussi, mais au niveau international, y compris en ligne actuellement, puisqu'on est dans les médias. Donc absolument. Amina, je vous pose la même question et ce sera la dernière cette fois-ci. Vous avez besoin de bénévoles, vous appelez justement à les jeunes aussi, hein, pas seulement quelles que soient les institutions ou autres. Je parlais d'acteurs civils, mais ça peut être de jeunes étudiants. Vous avez besoin de bénévoles actuellement ? Exactement, on en a besoin. Donc oui, on en a besoin. Donc même on avait un moment impliqué même des jeunes dans le conseil d'administration de l'association parce que c'est vraiment très important. Et effectivement, on sollicite. Actuellement, on travaille avec le Bureau international des droits des enfants du Canada, en fait, qui nous envoie en fait des volontaires pour une durée de 8 mois, 6 mois, ça dépend. Mais on a aussi besoin de bénévoles et d'étudiants et de jeunes Marocains pour être impliqués dans en fait l'affaire de leur pays et bien sûr du monde entier aussi. Merci infiniment à tous les deux. Je rappelle Alex Camarotos, directeur exécutif de l'association Défense des enfants internationale, et puis Amina, la directrice de l'association BIT. Un grand merci à tous les deux et j'espère que vos messages seront vraiment entendus. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Vivre avec vous.